Maïssa, audio. Quelle photo regarde toi, t'es jeune, tu fais très jeune. Oui, et pourtant, cette photo, elle date de 2014. C'est moi qui ai très vieilli, en fait. Oui. Non, parce que j'ai les poils blancs, j'ai tous les poils blancs, etc. Mais bon, ça va t'arriver aussi, t'inquiète. Hein. On a le même âge, mais je mets un peu de temps à... Aujourd'hui, on voyage dans le temps. Pierre-Alec Bédiard nous emmène dans les années 70 et 80 et nous replonge dans notre enfance avec Casimir, Gribouille, Le village dans les nuages et tant d'autres. Bon voyage. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. Alors aujourd'hui, je vous propose un voyage dans les années 70-80. Nous allons retourner en enfance avec Monsieur Pierre-Alec Bédiard. Pierre-Alec, bonjour. Bonjour Sophie, et bonjour à tous les auditeurs de Sophie Friends. Je suis ravi d'être là. Et j'espère qu'on va passer ensemble un très bon moment. Oui, nous allons passer un très bon moment, je te le garantis. Et il y a un petit rituel à la fin de l'émission, c'est que je vais te poser une question. Est-ce que tu accepteras d'être mon ami ou pas ? Donc en fonction de la discussion qu'on va avoir, peut-être que tu vas me dire oui, peut-être que tu vas me dire non, on verra, ou adieu. Mais on va commencer déjà par... on va parler un peu de toi, parce que moi j'aimerais savoir pourquoi tu t'es lancé en fait dans cette aventure qui dure depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce qui... dis-moi pourquoi. Voilà. Eh bien, en fait, tout simplement parce que à la fin des années 90, je suis rentré, comme beaucoup de ma génération, dans la vie active et je trouvais qu'effectivement, la promesse qu'on nous avait faite quand on était petit, qu'on nous disait que la vie d'adulte était l'aboutissement d'un apprentissage et quelque chose d'assez fabuleux, et même quand on est petit, on rêve de devenir vite adulte. Et puis je me suis rendu compte que finalement, c'était pas très intéressant, c'était beaucoup de responsabilités, c'était quelque chose de difficile. Et donc j'ai simplement voulu retrouver les émotions qui sont importantes pour moi, les émotions d'enfant, celles qui nous permettent de nous émerveiller, de rêver et de créer. Voilà, donc quand je suis rentré dans la vie active, je me suis dit tiens, je vais partager mon temps entre le travail et la dure réalité du quotidien avec des émissions, les dessins animés de mon enfance, les jouets. Et petit à petit, voilà, je m'y suis beaucoup intéressé et j'ai même fini par arrêter de travailler pour me consacrer à cet univers-là. Pourquoi t'as jamais grandi ? C'est pas que j'ai pas grandi, mais je ne veux pas faire de rupture entre l'enfance et l'adulte, la vie d'adulte. C'est-à-dire que on nous fait croire qu'il y a à un moment donné une espèce de rupture qui est totalement fictive. Et je pense qu'il est important pour un adulte de conserver son âme d'enfant et de vivre avec et de continuer en tout cas à le faire vivre. Il n'y a pas de raison en fait de se séparer de son enfance et d'oublier qui nous étions sous prétexte qu'il faut rentrer dans la vie active et avoir beaucoup de responsabilités et puis faire face à un quotidien compliqué. Je pense que c'est pas utile, au contraire. Ouais, bah écoute, je me vois en toi là quand tu me dis ça. Toi, tu le dis beaucoup mieux que moi parce que moi, j'ai pas autant de vocabulaire que toi. Je pense pas que ça vient du vocabulaire. Non, mais je veux dire tout ce que tu viens de dire, c'est exactement voilà ce que je pense. Voilà. Pourquoi, enfin, c'est comme, enfin, le mot que tu as utilisé, c'est la rupture, c'est fictif. Enfin, c'est le. Bah, je pense que il y a un moment donné, je pense que psychologiquement, on se dit bon, je ne suis plus un enfant, et pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. On reste des enfants. La preuve, il suffit d'interroger des gens qui ont 70, 80 ans. Leur corps a changé. C'est l'extérieur qui leur rappelle qu'ils ont vieilli, mais psychologiquement, ils sont toujours jeunes. Ils sont toujours... alors, ça dépend de l'âge qu'ils se donnent, mais souvent, quand j'ai interviewé énormément de personnes âgées, matures, ils m'ont tous dit, dans ma tête, je suis encore jeune, j'ai encore 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais c'est rarement en adéquation avec l'âge biologique. D'accord. Voilà. Ou l'âge chronologique, plutôt. Donc, fin des années 90, t'as commencé avec... J'ai commencé par créer une association qui s'appelait Redis-moi tout.
Et j'ai rencontré d'ailleurs à ce moment-là ceux qui allaient devenir mes amis et mes associés, c'est-à-dire Lorenzo Vallée et Arnaud Magnier. Arnaud Magnier que j'avais rencontré grâce à un autre ami qui s'appelle Christophe Villaert, qui lui avait créé un magazine un fanzine qui s'appelait Flashback. Flashback, c'est ça. Et Arnaud Magnier avait écrit un joli article sur Mentalo, dessin animé des visiteurs du mercredi, et j'avais trouvé ça plutôt chouette. Et Lorenzo, je l'avais rencontré. Alors Lorenzo est graphiste maquettiste de par sa formation, et je l'avais rencontré dans une jeune start-up au début des années 2000 qui s'appelait à l'époque Webirium Tremens, et il bossait en tant que graphiste. L'entreprise a vite disparu et il a donc atterri en tant que graphiste maquettiste pour Redis-moi tout. Donc en fait, Redis-moi tout, juste pour resituer un petit peu l'association, on avait simplement pour but de redonner en fait une information qui avait un peu disparu. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte. On est au début des années 2000. Il y a Internet est vraiment à son démarrage. On trouve absolument rien, aucune archive ni vidéo, très peu audio aussi. Il fallait simplement, pour pouvoir retrouver une archive, il fallait soit regarder les enfants de la télé parce qu'ils avaient un accord avec l'INA, et encore c'était donc imposé, soit des petits malins avaient réussi à enregistrer à l'époque, et numériser, et mis un petit peu à l'époque sur des sites en flash à l'époque ou dans des blogs. Et Arnaud Magnier était lui aussi, au-delà de son travail de rédacteur, était un spécialiste des archives. Il avait déjà à l'époque numérisé énormément de vidéos, ce qui était vraiment un trésor à l'époque. On n'avait pas YouTube. Hein. Ouais. Et il avait écrit un petit site en HTML qui s'appelait Magnus Nono, et dedans, il montrait à la fois des produits dérivés, des extraits, etc., ou des captures d'écran. Et voilà, ça avait permis à beaucoup de gens de retrouver des souvenirs. Donc nous, avec Redis-moi tout, on s'est dit, tiens, on va le faire d'une autre manière, on va se mettre en association loi 1901, et puis on va essayer de participer à des événements en apportant ce qu'on avait réussi à rassembler. Voilà, on a démarré comme ça. Et ensuite, tu t'es dit, je vais peut-être passer aux choses sérieuses. En fait, on nous a beaucoup sollicité, Ouais. parce que quand vous êtes dans un univers qui est aussi particulier et que vous êtes dans la passion, forcément, vous devenez de plus en plus spécialiste. C'est-à-dire que vous allez à la rencontre des gens qui ont fait, vous allez chercher des choses, vous allez reconstituer le passé avec des objets, avec des interviews, avec des documents photos, et au fur et à mesure, les gens savent que vous faites ce travail-là, et on vous demande de participer à une émission de radio, une émission de télé, à prêter des objets, à écrire des articles. Et donc, par la force des choses, on a décidé de professionnaliser notre activité. Donc, Redis-moi tout est devenu Aussi Beau, une agence transmédia, donc aussi beau pour faire aussi beau qu'à l'époque. Et donc, on a démarré notre activité professionnelle en 2004, soit 4 ou 5 ans après la création de Redis-moi tout. Et donc ensuite, tu t'es dit, si je faisais peut-être un bouquin... Comment tu t'es dit Non, tu t'es peut-être pas dit, je vais faire un bouquin. Non, pas du tout. Voilà. En fait, ce qu'il faut... J'emploie des mots un peu crus, enfin un peu simples, mais moi, je préférais que tu m'expliques un peu plus... En fait, par la force des choses, on a rencontré beaucoup de monde. C'est-à-dire que c'est pareil. Au début des années 2000, il y avait des métiers, des corps de métiers qu'on ne connaissait pas bien, notamment celui de comédiens spécialisés dans le doublage, ou non d'ailleurs, des comédiens qui prêtent leur voix à des personnages fictifs, ou simplement redoubler soit des films, soit des dessins animés. On s'est dit, tiens, ce serait intéressant d'aller les rencontrer parce qu'ils incarnent réellement les personnages que l'on a vus quand on était petit. Donc on a commencé ce travail-là dès 99 avec Arnaud et Lorenzo. On a décidé d'aller à la rencontre des comédiens de doublage. Donc on a commencé par tout le casting de Goldorak. Malheureusement, depuis, beaucoup ont disparu. Et à l'époque, on avait très peu de matériel, donc on allait essentiellement enregistrer avec un mini-disque les interviews. Pas que les comédiens de doublage, ceux également qui ont fait les adaptations, ceux qui ont participé de près ou de loin à cet univers-là. Ensuite, on a rencontré tous les gens qui ont travaillé autour de l'île aux enfants, avec que ce soit l'île aux enfants, le village en nuages ou d'autres émissions de Christophe Isard.
Et au fur et à mesure, comme je vous l'expliquais, on est devenu un peu spécialiste. Et quand on a professionnalisé notre activité, on s'est dit, tiens, on va essayer de valoriser ce patrimoine avec nos actions. Et on nous a confié ces propriétés. C'est-à-dire que voilà, sous contrat, on nous a dit, voilà, vous pouvez valoriser au travers de différentes actions ces propriétés. Et valoriser une propriété, ça veut dire trouver un moyen de leur redonner vie ou de leur donner de la visibilité. Ça passe par de l'événementiel, ça peut passer par une nouvelle production audiovisuelle, ça passe aussi par l'édition, les produits dérivés, les expositions, etc. Donc on a œuvré autour de tout ce que nous on a pu pour présenter aux gens leurs souvenirs télévisuels. Voilà. Et les livres se sont imposés à un moment donné parce qu'il y a les anniversaires et puis il y a la popularité. Donc le premier livre qu'on a ambitionné, on l'a ambitionné pour les 35 ans. C'était donc le bouquin sur Casimir. Et finalement, ça s'est fait pour les 40 ans pour plein de raisons. Parce qu'à 35 ans, on voulait l'éditer nous-mêmes. C'était assez compliqué parce que c'est assez lourd. Et puis pour un personnage aussi iconique que Casimir, je pense qu'il était important de faire une distribution, une diffusion nationale, et même dans les pays francophones. Donc on a attendu un peu, on a fait les 40 ans, et ce livre a été donc entièrement réalisé en interne, que ce soit écriture, mise en page, photo, etc., chez Aussibeau, et ça a été ensuite distribué, diffusé et fabriqué en France par Hors Collection, donc du groupe Editis. Et on a réitéré 2 ans après avec les visiteurs de notre enfance, qui regroupent en fait les 8 années d'émission des visiteurs du mercredi et des visiteurs de Noël. On peut dire que ça a à peu près fonctionné. Oui, le livre était assez Parce que attendu. je précise que je les ai pas. Non, mais tu as l'exemplaire qui est là si tu veux jeter un coup d'œil. Oh là là là. En fait, non, il y a une petite surprise. On peut en parler tout de suite. On peut en parler, hein. Voilà, on a fait une jolie dédicace avec un joli dessin sur nos années Casimir, D'accord. qui sera offert sur concours D'accord. pour l'émission. Ah, c'est pas pour moi. Soapy and Friends. Non, mais on t'en apporterait un. Si j'avais su que son anniversaire c'était hier, je t'en aurais apporté un. Pas grave, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Donc la valorisation pour nous est hyper importante puisqu'on se met au service en fait d'une propriété et d'une œuvre qui a fait partie de la culture populaire des années 70-80, la télévision ou autre. Et c'est vraiment pour nous quelque chose d'ultra important de respecter en fait le travail qui a été fait et de le restituer pour que tout le monde puisse le réapproprier. Donc on ne parle pas de nous, on ne parle que de l'émission et des gens qui ont fait l'émission. C'est pour ça que je pense que nos livres ont rencontré du succès. C'est-à-dire que quand vous l'avez entre les mains, on raconte pas notre histoire, on raconte l'histoire de tout le monde, celle qui a permis aux gens de rêver pendant toutes ces années. Si ça a aussi bien fonctionné, c'est peut-être parce qu'il y avait de la demande, quelque part. Il y avait une demande, forcément, parce que quand vous retrouvez un souvenir tel que vous l'avez vécu, ça devient le souvenir de tout le monde. Et du coup, les livres ont rencontré un vif succès, je pense, par rapport à ça. On a aussi eu une couverture médiatique assez chouette, grâce à notre attachée de presse Mona de l'époque, et qui avait fait un excellent travail. Donc tout ça a contribué au succès de nos livres. On va faire une petite rubrique. On va mettre un petit peu de côté ce que tu vas faire ou ce que tu as fait. Je vais te donner des noms, des verbes ou des. Tu vas me dire si pour toi c'est ami ou ennemi. Casimir. C'est mon ami pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Casimir, si vous voulez, c'est C'est quand vraiment c'est ton symbole. Enfin, c'est ton. Oui, c'est vraiment le Alors, fil je parle pas conducteur. physique. Hein. Tu lui ressembles pas. Presque. Attendons encore quelques années. Casimir, en fait, je vais vous donner quelques exemples de l'intérêt autour des années 70-80 pour mon équipe. Arnaud a fixé en fait ses souvenirs sur Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, donc des licences plutôt dirigées pour les garçons quand on a 8, 10, 12 ans. Lorenzo aussi, plutôt sans Koukaï, etc. Moi, j'ai plutôt fixé mon intérêt autour de la petite enfance, voilà, ce qu'on appelle le preschool, avant 7 ans. Donc, je me suis plutôt concentré sur Casimir, Maya l'abeille, Rue Sésame, Heidi, donc des propriétés vraiment pour les tout petits. Parce que je pense que pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus merveilleux quand on a cet âge-là, c'était de pouvoir rêver, de partir à la montagne,
montagne avec Heidi, d'aller se reposer dans l'île aux enfants et jouer avec tous les merveilleux jouets du kiosque de Julie. Et puis, voilà, de s'amuser avec Vic le Viking. Ça, c'était pour moi important. Donc, Casimir, si vous voulez, j'étais vraiment tout petit. Et donc, j'ai fixé cette espèce de gros personnage orange, cet univers très rassurant, en tout cas qui se voulait rassurant. Voilà, donc Casimir, oui, ami pour la vie. Et vieillir alors. Vieillir. Grandir. C'est une notion particulière parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, moi je n'ai pas fait de rupture, donc vieillir, ça ne veut pas dire grand-chose. D'accord. Alors, si on parle de vieillissement physique, là, il n'y a pas de doute. Ça se voit pas. Les enfants nous rappellent toujours qu'on est de plus en plus vieux. Par contre, si vous voulez, la flamme, celle qui nous permet aujourd'hui de continuer, elle est toujours là. Donc cette flamme-là, elle vient bien de la petite enfance ou de l'enfance. Donc vieillir, pour moi, ça n'a pas beaucoup de signification. La flemme. Est-ce que Pierre Alec est un flemmard? Non. Là, pour le coup, c'est pas du Non. tout. Non, ça me ressemble pas. Je suis pas un Du coup, flemmard. c'est un du tout. ennemi pour toi. Non, Non, c'est pas. Il sonne jamais à ta porte. Non, ça sonne. Ça fait pas partie de mon Comment mode tu de fais fonctionnement. Non, mais si vous voulez, c'est comme ça depuis toujours. Ouais. Je dors très peu, je travaille beaucoup, et c'est pas une volonté, c'est un mode de fonctionnement qui date d'il y a très longtemps, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire autant de choses. Et c'est ce qui m'a aussi malheureusement aussi beaucoup fatigué. Mais non, la flemme, ça fait Non, vraiment ça- pas partie de mon La vocabulaire. fatigue, ça se voit pas. C'est vrai, je suis un peu Au survolté. podcast, ça se voit pas. Au podcast. Et donc, du coup, j'allais te poser une question si tu avais un dessin animé particulier, mais bon, je pense que tu as déjà répondu, c'est Casimir haut la main. Alors c'est pas un dessin animé parce que on Ouais, est dans c'est- on est dans on le est dans dessin. les- Alors il y a les dessins animés de la petite enfance, ceux que je suis encore capable de regarder avec un émerveillement total. Ça va être Heidi, Rémi sans famille, Tom Sawyer, ce genre de dessins animés qui se regardent vraiment avec passion. Chaque année, je regarde toutes les saisons. D'accord. Chaque année, je répète ça. Il y a C'est un des besoin périodes. C'est pas un besoin, si vous voulez, c'est que ça fait partie de mes ancrages. Donc c'est pas un besoin, mais si je le fais pas, ça me manque. D'accord. Donc on peut Et t'as le effectivement temps dire, Tu as le temps de regarder? bien sûr, il faut toujours prendre le temps de s'émerveiller. Ouais. Toujours. Faudrait que je le prenne un peu plus parce que je l'ai eu, mais je l'ai plus. Merci les enfants. Pierre Alec, tu m'as dit que Génération 80, la page Facebook, c'était à peu près toi et ton équipe qui l'avait créée. Alors en fait, c'est un ami qui l'avait créé Ouais. et je lui ai racheté. Voilà, D'accord. donc c'est vraiment un rachat parce qu'il avait déjà fait un travail intéressant dessus et je trouvais il est arrivé un petit peu au bout de ce qu'il pouvait faire D'accord. et m'a demandé si ça m'intéressait, donc je lui dis que oui, et quand je l'ai acheté il y avait 52 000 abonnés Oui. et en l'espace de 3 ans on est à 670 000 abonnés Mhm. avec un reach intéressant puisqu'on a à peu près entre 13 et 16 millions de visites par mois, donc c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Bah, je te vois, je suis abonné, je savais même pas que. Quand tu m'as dit ça l'autre fois, j'ai fait. Oh. Honnêtement, pour moi, c'était un test, un moyen aussi de voir si on pouvait fédérer Ouais. avec une époque et avec aussi un entraînement sur les algorithmes de Facebook, sur comment ça fonctionne. Ça me plaisait énormément de Ah ouais, pouvoir. ah oui, d'accord. Ouais, ça me plaisait. Ah oui. Je me suis formé. Je trouvais que c'était intéressant de voir s'il y avait véritablement un intérêt à appliquer des méthodes autour des réseaux sociaux. Et comme on avait plusieurs pages qui fonctionnaient pas trop mal, et puis, mais bon, qui ne généraient pas autant de visites, je me suis dit, est-ce qu'avec une méthode, on arrivait à développer une audience? Et ça a été le cas puisque Génération 80 a très vite cartonné. On a atteint des sommets avec certaines publications. C'était assez fabuleux. Et puis là, on va effectivement maintenant... on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on était capable de faire sur cette page-là. Et elle va donc se transformer et elle va devenir G80. Culture pop pour tous, voilà. C'était ça que la base. Là, on est en train de travailler sur la charte graphique, on est en train de travailler sur le contenu, puisque l'objectif c'est de créer du contenu D'accord. 100% maison. Là, on était plutôt sur comme beaucoup de pages des années 70-80, et on était là pour rappeler un petit peu aux gens ce qu'ils avaient connu avec des choses existantes. Là, on voudrait le faire d'une autre manière, avec de la véritable création de contenu. Donc, on est en plein dedans. J'espère qu'à la fin de l'année, on va pouvoir lancer la nouvelle formule.
D'accord. Création audio, vidéo, un peu de tout. Essentiellement vidéo, Ouais. puisque l'objectif c'est d'intéresser les gens avec des vidéos courtes de 3 à 5 minutes. Ouais. Donc on a pas mal j'ai développé un concept avec mon équipe sur lequel on a beaucoup travaillé sur une régularité de publication avec des thématiques de vidéos et présenter des gens, présenter des recettes, etc. Mais toujours sur la culture populaire des années 70, 80, 90. T'arrêteras jamais de travailler, du coup. Bah, tiens, c'était ça ma dernière question. La retraite. Ni ami, ennemi. Alors, pour le coup, la retraite, pour moi, ça veut rien dire du tout, parce que ça veut dire ambitionner de s'arrêter D'accord. pour faire quelque chose que l'on aime, Ah, les hobbies. ok. Je fais déjà ce que j'aime. J'ai arrêté de travailler pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne considère pas que c'est du travail. C'est simplement au quotidien quelque chose qui m'anime et qui me fait plaisir. Donc j'espère le faire le plus longtemps possible. J'ai d'autres hobbies que j'arrive heureusement à mettre en place et à faire. Mais non, la retraite, j'espère pas. J'espère pas parce qu'en plus j'ai des exemples autour de moi depuis tout petit où les gens se mettent à la retraite et disparaissent 2 ou 3 ans plus tard. J'ai pas envie Oui, c'est vrai. de visualiser ça. Donc je préfère ne même pas envisager une quelconque retraite. Toi, tu vas travailler jusqu'à 100 ans, quoi. Si tu peux, tu travailles jusqu'à 100 ans. Je ne sais pas si j'arriverai. En tout cas, je n'ai pas programmé d'arrêter de faire ce que je fais. C'est plutôt ça. Par contre, moi, ouais. Moi, j'ai vraiment prévu d'arrêter de travailler à 60. Je sais plus combien on en est, là, mais. Je sais pas. Je refais un top. Tu m'impressionnes quand même, en fait. C'est-à-dire que je suis un peu impressionné. Ça s'entend peut-être. Il y a des fois où Pourquoi tu me fais peur? Bah, je sais pas. Il y a un petit truc qui fait que. Désolé. Ouais. Ah, non. je veux pas te faire peur. Non, tu me fais pas peur, mais j'en ai reçu des invités et j'avoue que. Alors, c'est peut-être la voix, c'est peut-être le regard, je sais pas, mais tu m'impressionnes un peu. Pour te dire. N'aie pas peur. J'arrive pas Tout trop à va dire. bien se passer, J'ai Sophie. inversé parce que je voulais parler de gribouille aussi. Oui, on peut parler de gribouille. Pierre, top. Il gonfle avec son top, lui, mais bon, faut que je le fasse. Si on parle un peu de gribouille, Gribouille. très cher. Gribouille, c'est certainement, avec Casimir, c'est certainement le personnage qui m'a le plus influencé, le plus marqué, puisque j'ai appris à dessiner avec ce personnage quand j'étais tout petit. D'accord. Alors ce personnage, Gribouille, pour resituer pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un personnage qui ressemble un peu à une espèce de grosse grenouille jaune avec des gros yeux globuleux qui dessine. Donc c'est un petit dessinateur, c'est une petite séquence intercalaire de l'île aux enfants qui durait quelques minutes. Il y a une voix off, une voix d'une dame qui demandait à Gribouille de dessiner quelque chose, et Gribouille qui ne parle pas, qui fait juste des petits bruits comme ça, dessinait autre chose. D'accord. Pour arriver à la fin au dessin demandé. Donc c'était une façon d'apprendre à dessiner quelque chose qui semble compliqué en passant par des étapes simples. Donc des triangles, des carrés, etc., des ronds. Et ce personnage a été imaginé, fabriqué, animé, c'est une marionnette, par le talentueux Denis Dugas, qui était aussi responsable de ce qu'on a connu avec Casimir, c'est-à-dire sa forme, et puis le costume qu'il avait réalisé avec Jean Godement. Et donc ce personnage était assez fabuleux, parce que comme il ne parlait pas, il était assez magique. Il était très beau parce qu'il était tout floqué, il était tout jaune comme ça, très lumineux, il n'avait pas de bouche. Et donc l'apprentissage du dessin de cette façon m'avait moi fasciné. Donc quand on a commencé à s'intéresser à l'île aux enfants, on est allé à la rencontre de Denis Dugas, c'était en 2003. Et on est devenus très rapidement amis, on se voyait toutes les semaines et on a décidé de travailler ensemble, tout de suite. Donc on a signé des contrats, on a essayé de rassembler le maximum d'archives autour de son travail, parce que c'était aussi... il n'y a pas que Gribouille, il a fait Brock et Schnock, des Visiteurs du Mercredi, il avait également fait Isidore et Clémentine, de Croque-Vacances avec Claude Pirard, il a également fait des personnages pour Annie Cordy, pour Carlos, etc. Donc on a essayé de rassembler un maximum d'archives, et puis on a décidé de faire notre travail de valorisation. Et on voulait... dès le début des années 2000, on s'est demandé pourquoi l'île aux enfants ne revenait pas. Il y avait plein de problèmes de droit, etc. Donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer de travailler le petit Gribouille. Donc, j'ai commencé par lui créer, avec Denis Dugas, son Facebook.
qui a très vite marché. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de page, on faisait que des profils. Donc, il avait un profil gribouille. Et je l'animais avec Denis Dugas, et on a créé comme ça une petite communauté très sympa. Et cette notoriété a grandi autour du personnage parce qu'il est très attachant. On avait aussi une façon de le faire vivre qui plaisait énormément aux gens qui le suivaient. Et Denis Dugas nous a dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de remonter un projet audiovisuel, même sur YouTube? Parce que il pensait qu'effectivement, un projet de plus grande envergure aurait pas forcément sa place dans la télévision d'aujourd'hui. Et nous, on s'est dit que peut-être que si. Moi, je connaissais Jérôme Brisé, un des producteurs de sa société Moving Puppet, qui s'est spécialisé justement dans la production audiovisuelle avec des marionnettes. Et on est allé présenter tout simplement un projet autour de Gribouille qui revient, qui réapprend aux enfants à dessiner. Le projet l'a beaucoup séduit et il s'est dit, écoute, monte-moi un projet avec ton équipe sous forme de dossier. J'ai pas mal de dossiers à présenter au Festival d'Annecy. Et voilà, peut-être que ça va leur plaire. Donc, on a fait un très beau dossier avec Lorenzo et Arnaud. Un dossier, en plus, on a fait un magnifique pop-up pour présenter à quoi pouvait ressembler un plateau aujourd'hui. Et il se trouve que quand il a présenté le dossier à Annecy, ce dossier a vraiment beaucoup plu. D'accord. Voilà. Et voilà, de fil en aiguille, ça a pris. Ils ont commencé à travailler le financement, le type de programme que ça pourrait être. Donc, on est parti sur un programme hybride. Donc, il y avait une partie, comme à l'époque, avec une marionnette. Il y a une partie en 3D, en motion capture. Donc, il y avait un comédien qui était capté et qui animait en fait un second personnage que nous avions créé qui s'appelait Minimine le Feutre. Et puis, il y avait également une partie en 2D. Donc, ça faisait un programme riche, visuellement hyper intéressant. C'était tourné en France. C'était quand même fabuleux de pouvoir avoir un programme qui n'était pas exporté soit en Inde pour sa fabrication en 3D ou en Chine. Et on a fait une première saison de 52 épisodes qui a beaucoup plu, qui était donc diffusée sur une des chaînes de Canal+. Et puis, le programme a bien marché. Ils ont fait une seconde saison de 52 épisodes. Donc, on se retrouve avec 104 épisodes français. Ça a été vendu dans 140 pays. Et ça s'appelle Bonjour Gribouille, je dessine, tu devines. Et ça a été, bien sûr, fait sous la direction de Denis Dugas, le créateur, pendant tout le process. Il y a une petite fierté, du coup, là. Oui, parce qu'on a Nono au générique. Et pour nous, alors, c'est vraiment le truc sympa, c'est qu'on avait à l'écran tout ce qu'on avait pu dessiner, parce qu'on est responsable avec Lorenzo de tout ce qui est décor, personnages, etc. Et on l'a fait en parfaite collaboration avec Denis. Donc, Denis était ravi de pouvoir retourner sur un plateau physique, parce que c'était ce qu'il avait toujours vécu, et ne pas lui dire écoute, tu pourras pas aller visiter le plateau parce que c'est fait en Inde sur des batteries d'ordinateurs en 3D. Là, c'était vraiment découvrir. En plus, Denis était quelqu'un de très curieux, et là voir la motion capture, la 2D, la 3D, l'animatronique, et l'animation traditionnelle, le fond vert, une cinquantaine de personnes qui s'agitent autour du plateau, c'était pour lui fascinant. Donc il est venu plusieurs fois au tournage, ça se déroulait à Gennevilliers, et nous il nous remerciait parce que pour au-delà de l'aspect financier, c'était pour lui un cadeau de revoir son personnage 35 ans plus tard, dans de magnifiques conditions. Donc pour nous, Denis nous a quittés il y a quelques années, mais il a pu revivre ça avec nous, et c'est là où est plutôt notre grande fierté. Voilà, même si on est content d'avoir nos noms génériques, on est surtout heureux d'avoir permis à Denis de retrouver son personnage et de revivre ce qu'il avait vécu 35 ans avant. Il y a d'autres personnages que tu aimerais refaire revivre, que tu aimerais, ou que tu n'as pas pu, ou que tu n'as pas voulu? Alors, bien sûr, nous, si on peut donner si on peut participer à donner une seconde vie à des personnages emblématiques de notre enfance, on le fait volontiers. Après, c'est toujours difficile de convaincre. On a beaucoup travaillé sur Watu Watu, dont nous avons la licence. Et ça a été fabuleux parce qu'on a travaillé avec le créateur qui s'appelle Hubert Ballet, et qui est un personnage extraordinaire. Et Hubert Ballet, a tout fait avec nous pour relancer une production autour de Watu Watu. On a eu des touches incroyables avec France Télévisions, etc. On a fait un beau travail, on a fait un très beau dossier, on a restylé, mais en conservant toute
l'état d'esprit, en tout cas, Ouais, le plus dur, c'est de d'Hubert garder Ballet. l'état. Voilà. Oui, mais on doit toujours s'adapter un peu. On l'a fait pour Gribouille. Il faut toujours trouver un compromis. On lui a rajouté un corps avec des jambes pour qu'il puisse se déplacer à Gribouille, avec l'accord de Denis Dugas. Mais pour Watou Watou, c'était pareil. Il fallait restyliser un petit peu, mais sans dénaturer. Et pour ça, il faut avoir l'accord des auteurs. Donc là, pour le coup, c'était Hubert Ballet et René Borg, que tout le monde connaît avec toutes ses créations comme Oum le Dauphin ou Ulysse 31, etc. Mais là, pour le coup, Watou Watou, malheureusement, ça n'a pas pu se faire puisque Hubert Ballet nous a quittés entre-temps et que du coup, le projet... voilà. Mais rien que le chemin que nous avons fait avec lui pendant quelques années autour de Watou Watou était fabuleux. Et ça, c'était aussi un cadeau à la fois pour lui, que des jeunes s'intéressent autant à son travail, et pour nous, de pouvoir travailler avec des grands monsieur comme ça, ce fut une expérience assez fabuleuse. Après, bien sûr qu'on a des envies. Là, on est en train de travailler avec Jérôme Brisé, donc l'ancien coproducteur de No Moving Puppet et de Gribouille. On est en train de travailler sur le retour de l'île aux enfants depuis quelques temps, et c'est en bonne voie. D'accord. Donc là, on aimerait bien retrouver cette émission fabuleuse de Christophe Izard, cette parenthèse qui permettait aux enfants de respirer après l'école. On aimerait bien pouvoir refaire ça. Donc, on est en train de travailler dessus. Après, Isidore et Clémentine, on adorerait aussi leur donner une seconde vie. Voilà, c'est toujours dans les tiroirs. Certains sont plus avancés que d'autres, mais ça fait partie de la valorisation. Sortir en télé ou juste en télé. En télé. Ah oui. C'est un gros projet. D'accord. Comme Gribouille. Gribouille, on n'a pas eu la chance de l'avoir sur une chaîne hertzienne. Ça nous aurait fait une exposition plus importante. Mais Casimir, on envisage de l'hertzien pour pouvoir avoir, comme à l'époque, une véritable audience. Si tu cherches un Casimir, je suis là. J'y travaille. Physiquement, j'y travaille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Comment t'appelles ça? Toi, tu dis la sauvegarde du patrimoine. Qu'est-ce que tu entends par sauvegarder le patrimoine? C'est un devoir de mémoire pour nous dès le départ. Dès le départ, en fait, quand on a commencé à rassembler les disques, les photos, etc., conserver, c'est encore créer. C'est-à-dire, c'est de s'activer pour essayer de sauvegarder, de ne pas laisser partir à la poubelle des éléments qui constituent en fait notre mémoire à tous. Donc on a œuvré avec l'équipe et aussi beaucoup de gens qui ont compris notre démarche et qui nous ont légué, donné, vendu soit des objets, soit directement des choses qui venaient des tournages ou comme les marionnettes, les accessoires, etc. Donc quand on a rencontré des auteurs, des émissions dont on a parlé tout à l'heure, donc des émissions où il y avait des marionnettes, ces personnes nous ont fait confiance et nous ont légué ces marionnettes-là. Donc on s'est retrouvé à gérer finalement un patrimoine important, puisque les marionnettes de Brock et Schnock sont chez nous, Cibor et Bora des Visiteurs du Mercredi également, mais aussi Isidore et Clémentine. Tu dis chez vous? Alors, chez nous, je parle du studio, en fait. Je dis chez nous parce que ça regroupe, en fait, 800 mètres carrés. D'accord. Dans lequel on a rassemblé une partie qui est liée aux objets originaux, donc ce soit les celluloïdes de dessins animés, les croquis préparatoires, les maquettes, les marionnettes, les accessoires, etc. Une autre partie qui est réservée aux produits dérivés, qui sont classés par dessin animé, donc les fameux produits dérivés que beaucoup de gens aujourd'hui collectionnent. Une autre partie plus sur les objets populaires, que ce soit les manches-disques, les magnétoscopes, les grille-pains, etc. D'accord. Qui sont très typés. Dans les années 70-80, on a vraiment le plastique qui arrive, la couleur. Donc pour nous, c'était important de conserver ça. Donc ça, pour nous, c'est un devoir de mémoire parce qu'il faut protéger pour ensuite présenter. Si on veut monter une exposition, souvent les gens qui organisent des expos vont, parce qu'ils n'ont pas le matériel, ils vont aller voir des collectionneurs en disant « tu peux nous prêter ça ?» Moi, je voulais qu'on soit autonome. Je voulais qu'on puisse puiser dans nos archives, qu'on appelle la source, pardon. Et cette source nous permet de construire des projets sans avoir à aller enquiquiner qui que ce soit. Donc, si on veut puiser pour un livre des archives photos, on a nos archives photos. On a créé une base de données qui s'appelle la source. Et sur cette base de données, qui est classée, qui est gérée par Arnaud Magnier, notre archiviste, on a nos photos, nos informations. Si on a besoin d'accessoires, on sait où aller les chercher. D'accord. Et quand on fait une exposition thématique sur la télévision, etc., on a nos marionnettes originales
qu'on peut exposer sous vitrine pour que les gens puissent les retrouver. Sinon, malheureusement, ça part souvent à la poubelle. Les gens veulent pas s'en séparer durant leur existence et dès qu'ils partent, ce qui Ouais. malheureusement est beaucoup arrivé dernièrement, ça part. La descendance ne s'y intéresse pas. C'est quand même des objets qui sont difficiles à conserver et à valoriser. Mhm. Donc souvent, ça part à la poubelle. Oh. Ce qui est triste. Oui, Voilà. ouais. Donc nous, on a fait ce qu'on a pu à notre niveau parce qu'on n'est pas subventionné. Hein. C'est en privé. C'est assez compliqué à gérer. Ça demande du temps, ça demande de l'espace et beaucoup d'argent et des compétences pour pouvoir les conserver dans de bonnes conditions. Donc Mhm. c'est vrai que pour nous, c'est un devoir de mémoire et c'est hyper important. Et Casimir, tu l'as? On a pas mal de choses autour de Casimir, mais on sait, si on en a besoin, on sait On sait le trouver? on sait le trouver. Mais on a on a une tête, la tête de l'époque, D'accord. parce qu'il faut savoir que Casimir, il y a eu une dizaine de costumes, et donc on travaille avec Agnès Moreau, qui a elle aussi monté une exposition qui s'appelle De Nounours à Casimir, et elle avait à l'époque récupéré donc Toba et les autres, qui font partie de l'île aux enfants, et une tête originelle de l'émission de l'époque. Dommage que vous faisiez pas de visite, quoi, de votre entrepôt. Bah, c'est pas très joli à regarder puisque ce sont des racks avec des cartons, avec des codes barres, donc c'est pas très glamour. Hein. Peut-être que ça intéresse certains. Mais on fait des expositions et Ouais, ça ouais. c'est le plus important. Elles n'ont pas Ouais. encore redémarré avec la crise et le Covid, etc. Mais c'est en bonne voie et on est en train de monter des expositions itinérantes thématisées et on espère représenter aux gens les héros de leur enfance. Donc voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais que tu voulais relancer l'île aux enfants, mais c'est des nouveaux costumes, Ah, ce sera forcément de nouveaux costumes. Ouais. vous travaillez dessus. Oui. Alors il y a Question, on a le droit de poser les questions. On Ce n'a sera pas le droit. encore- Alors pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, Ouais. mais on a fait pas mal de tests. On a même fait des tests de motion capture comme avec Gribouille, c'est-à-dire pourquoi pas un Casimir qui soit animé en virtuel, mais extrêmement ressemblant dans un vrai décor pour lui permettre de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avec son costume, mais de faire cohabiter les deux, c'est-à-dire une vraie marionnette et une marionnette qui soit virtuelle. On est soucieux d'avoir à l'écran quelque chose qui fasse texturé, qui fasse pas 3D. C'est vraiment une hantise et c'est pour ça qu'il nous faut un vrai plateau, un vrai kiosque, qu'on retrouve un peu les personnages de l'époque. Mhm. Et pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais on y travaille et on essaie de trouver de très bons compromis pour ne pas dénaturer le travail de Christophe Isard et son état d'esprit surtout. Ça, on te fait confiance. Merci. Il y a un autre site qu'on n'a pas encore parlé qui s'appelle la Sucrerie de Paris. Alors, c'est la Sucrerie Paris. J'ai dit quoi? La Sucrerie de Paris. Beaucoup de gens disent de Paris. Et c'est La Sucrerie Paris. la Sucrerie Paris. Voilà. Pourquoi j'ai mis deux, moi? Alors, la Parce que je crois que c'est ton collègue qui est venu qui m'a dit. Ouais, peut-être. Non, tu me regardes, Salaud. puis moi, non, je dénonce. Ouais, pour info, il est venu accompagné de monsieur Lorenzo. Hein, il en parle depuis tout à l'heure. Oui, Lorenzo est là. Lorenzo est derrière lui. Exactement. Voilà. Toujours là. Il le surveille? Non? Oui. Ouais. Donc, parle-moi. La Sucrerie Alors, de Paris. la Sucrerie Paris. En fait, on a toujours voulu, depuis le départ, développer des gammes de produits. Mhm. Parce que, en fait, faut savoir un truc, c'est que pour décliner des personnages en produits dérivés, il faut qu'il y ait une clientèle. Et si la clientèle n'est pas assez suffisante, on parle de niche ou de micro-niche. Et ces micro-niches-là n'intéressent pas assez Mhm. les fabricants de jouets. Donc pour Casimir, il n'y a pas eu trop de soucis. Même 30 ans après son arrêt à la télévision, on a continué à travailler avec Maison du Monde. On a fait des peluches, des cadres, des coussins, etc. Il y a eu une pub sur Lu. On a fait aussi d'autres produits dérivés avec des fabricants. Mais pour des plus petites propriétés, je trouvais dommage de ne pas leur donner une seconde vie en produits dérivés. Donc comme on travaille sur de la niche et de la micro-niche, on s'est dit, tiens, on va faire des jolis objets, en grande majorité made in France. Donc, on a simplement créé Mhm. un petit atelier dans nos studios D'accord. où on a vraiment un petit outillage pour fabriquer des tasses made in France, pour assembler, fabriquer, imprimer, découper. Et on a développé, en fait, les premiers produits dérivés d'Aussibo. Et il nous fallait donc une marque qui fasse français, parce qu'il y a quand même une grande majorité. Et comme il faut savoir que nos archives sont installées dans une ancienne sucrerie, D'accord. voilà, donc c'est pour ça qu'on a appelé ça la Sucrerie Paris. Et donc voilà, donc on développe en fait des produits dérivés en petite quantité, premium, donc de bonne qualité,
assemblés ou fabriqués dans nos ateliers. Donc, il y a une gamme de bijoux, donc de super pins, de tasses, de coussins, et tout est de très belle qualité, tout a un emballage qui n'est pas jetable, tout est réfléchi, tout est traçable, et on a ouvert notre boutique en ligne il y a maintenant quelques mois, donc c'est lasucrerieparis.com, D'accord. et dans cette boutique, on retrouve donc tous les personnages que nous avons dans notre catalogue. Gribouille, on en a parlé, mais bien sûr l'île aux enfants, les visiteurs de Noël qui marchent très bien, dont l'univers est fabuleux, Balthazar le mille-pattes, Watou Watou, Isidore et Clémentine, je l'ai déjà dit. Enfin voilà, il y a beaucoup de tous nos personnages y sont, les Abards du village dans les nuages, Plume la Chaunie d'André Taon. Tous ces personnages-là méritent d'exister. Alors si effectivement on vend 3 tasses, c'est pas très grave. Le principal, c'est de continuer à les faire exister et de leur donner une chance, et surtout de permettre aux gens qui ont un attachement à ces personnages-là d'acheter un fétiche. Donc du coup, on leur propose des produits sur notre boutique. Donc on est très content. Ça a démarré pas trop mal. Ouais. Et bon, il nous faut un peu plus de visibilité. Il faut qu'on ait une stratégie un peu plus de visibilité. Bon, par manque de temps, essentiellement, on n'a pas encore eu le temps de beaucoup communiquer. Mais déjà, le bouche à oreille et puis la qualité de nos produits ont fait que on commence à avoir une Oui, puis clientèle les fidèle. collectionneurs de base, enfin les vrais collectionneurs savent en général. Oui, ils sont Connaissent. ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui collectionnent toutes nos tasses. Ça nous a beaucoup surpris, mais Mhm. pourquoi pas? Elles sont suffisamment jolies pour être collectionnées. Il y en a qui collectionnent les pop et qui les accumulent sur les murs. Il y en a qui accumulent et qui collectionnent nos tasses. Elles sont très belles, elles ont été étudiées pour être conservées dans leur boîte si on ne veut pas les sortir. Donc c'est vrai qu'on a été très surpris par tous ces gens qui les collectionnent. Mais après, vous avez tous les gens qui veulent juste un souvenir. Donc qui passent sur notre boutique, ils offrent une tasse de Casimir, de Gribouille, de Watou Watou. Parce que ils veulent juste déjeuner le matin avec un souvenir de leur enfance. Et ça, c'est chouette. C'est chouette. Tu m'en as ramené une. Oui, mais elle n'est pas pour toi. Oh, bah, c'est elle, pas pour- elle est pour un concours. En fait, t'es venu. Je ne suis pas venu les mains vides, Ouais, mais je suis là pour pour. moi, oui. Non, mais je suis là pour gâter tes auditeurs. C'est surtout. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais voilà. moi, je suis un collectionneur. Donc moi, tu peux me donner ce que tu veux, je le mettrai toujours en vitrine. Dès que ça a un lien avec mon enfance, parce que quand je dis tout ce que tu veux, on va pas s'enflammer non plus. Mais moi, je suis un collectionneur. Ouais. Moi, je suis le collectionneur qui malheureusement s'éparpille, c'est-à-dire qu'il voit un truc qui lui plaît d'une licence, j'achète, puis après je vois une autre et j'achète. Du coup, je finis jamais mes collections. Bah, y a pas à les finir. De toute façon, ce qu'on parle de souvenirs, après, finir des collections, ça veut pas dire grand-chose. Bah, Puis en plus, la fin, c'est quand même la mort de quelque chose. Et là, les gens n'ont pas envie Les collectionneurs, généralement, ont envie d'accumuler pour s'entourer d'objets liés à leur C'est enfance. ça. Mais il n'y a pas vraiment de fin. C'est-à-dire que c'est le principe même de la collection ou de la silugomanie. C'est quand même aussi une petite pathologie, c'est de vouloir accumuler des choses de façon répétitive comme ça pour... Ah, mais c'est ça que j'ai, c'est ça la oui, maladie. beaucoup. donc. C'est un symptôme assez Chérie, connu si tu chez m'entends, voilà, je suis malade. On va pas tomber dans la maladie, mais si vous voulez, c'est un comportement compulsif, c'est vrai. Ouais. C'est quelque chose qui est significatif. J'ai mal au portefeuille. Voilà, parfois. ça coûte cher, c'est chronophage et ça prend beaucoup de place. Et quand on est en famille, ça plaît pas toujours à l'épouse, enfin au conjoint ou à la conjointe. Ça lui plaît, mais voilà, j'ai une pièce en C'est fait bien, dédiée à déjà. ça. Voilà. Si ça apporte du plaisir et que c'est pas une contrainte, c'est chouette. Ah non, c'est pas une contrainte, c'est juste qu'on part plus en vacances. Donc, pour elle, ça doit être une contrainte. Est-ce qu'on peut parler un peu de SP Collection? Oui. Avec grand plaisir. On est très fiers aujourd'hui de présenter la nouvelle marque de Ocibo Productions, donc SP Collection. Et en fait, pour la Sucrerie Paris, on a travaillé avec un atelier qui fabrique des pins de haute qualité. Ces fameux pins qu'on peut retrouver chez Disney, par exemple, qui sont en zamac, qui ont été très populaires dans les années 80 chez Artus Bertrand, donc très haute qualité, émaillés à la main, dorés à leur fin, etc. On a fait des très jolis pins qui s'appellent les petits bijoux de la télé avec Casimir. On a fait Gribouille, Broquet-Schnock, Isidore et Clémentine, qui ont bien marché. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas réinterpréter ces pins et en faire un peu autre chose, en faire pourquoi pas un jouet, en faire une figurine. Donc j'ai travaillé avec mon équipe sur un concept où en surdimensionnant le pins, en lui donnant en fait les caractéristiques d'une action figure, c'est-à-dire environ 10 cm de haut, une qualité irréprochable, en représentant le personnage debout, qui puisse tenir aussi posé sur une étagère. Donc on a imaginé ça et on a développé la collection des super pins, donc les figurines pins à poser
et apporter. Donc on a travaillé sur le concept. Il a fallu développer un pied, il a fallu déposer un concept, il a fallu faire des prototypes. Et on s'est dit quelle serait la première licence que nous pourrions développer. Donc on travaillait il y a quelques années avec Alban Fica et il nous a présenté à la Toei Animation France pour la licence Capitaine Flamme. Ah. Et nous travailler sur une propriété autre qu'une propriété franco-française, on l'avait pas vraiment fait puisqu'on était essentiellement basé sur des émissions françaises. On s'est dit tiens, ça pourrait être chouette de travailler sur des licences japonaises, américaines, anglaises. Et du coup, avec Toei Animation, on leur a présenté le projet de Super Pins et avec une déclinaison d'objets autour de Capitaine Flamme. C'est pas facile de convaincre les Japonais. C'est un travail qui demande du temps. Que ce soit, même quand vous avez signé le contrat, il y a tout un process assez rigoureux et assez fastidieux pour faire valider tout. Et comme la licence de Capitaine Flamme pour la France était nouvelle, c'était assez compliqué de développer une charte graphique, etc. Donc on s'est simplement penché sur ce qui avait plu dans les années 70-80 autour de Capitaine Flamme, et on retrouve une constante, ce sont les jouets Poppy Bandai, avec une charte graphique exceptionnelle, des objets extraordinaires qui aujourd'hui sont très collectionnés, très recherchés, qui ont un coût important pour ceux qui veulent aujourd'hui se les offrir. Et on s'est dit on pourrait peut-être s'inspirer de faire un écho à ce travail-là et de réinterpréter un peu la charte Poppy à notre façon, mais qu'on retrouve ses codes. Donc on a pu se rapprocher d'eux, on leur a présenté, et ils étaient d'accord. Donc on a développé une charte graphique complète reprenant les codes des années 70-80 avec ces blisters en bois de fenêtre avec les hologrammes, avec des choses comme ça. Et on a créé la gamme Capitaine Flamme, dont on est très fiers. Donc on a créé 10 personnages, les personnages principaux. Et les Super Pins, avec leurs petits pieds, sont présentés en blister bulles, comme les blisters Kenner de Star Wars, ou récemment les rééditions rétro de Super 7. On a fait la même chose pour rentrer en fait tout simplement dans le concept de collection. Et on s'est dit tiens, si les gens veulent sortir le Super Pin, ils peuvent soit le poser, puisqu'il y a le petit pied, soit retirer le pied et le porter sur un sac s'il est trop gros ou sur une veste, ou le conserver directement sur son blister qui a été réalisé pour être conservé tel quel, pour ensuite favoriser l'échange, la collection, etc. Pour les plus grosses pièces comme le Cyberlab qu'on a réalisé, qui fait 16 cm de longueur, ouais, c'est une très belle pièce. Il a été en plus numéroté, c'est une série limitée, et il est présenté avec son certificat d'authenticité. Les feux sont phosphorescents dans la nuit. Il est présenté dans une boîte à fenêtres comme à l'époque, comme la belle époque avec Poppy. Et on a fait cette collection, et même on a fait des tasses et des badges, et ces tasses et ces badges qui sont made in France sont aussi présentés en blister avec la même qualité, le même souci du détail, que ce soit le mug ou le badge. Donc la collection est assez réussie, hein. Et donc c'est la première, si vous voulez, c'est la première collection d'une longue série, puisqu'on a signé d'autres propriétés de cette époque-là, et on espère comme ça convaincre les gens de collectionner nos produits. Ah, moi, là, tu m'as convaincu, là. Donc, on les trouve... Alors, on les trouve sur le site en ce moment. Alors là, on trouve pour l'instant que une pièce exceptionnelle parce qu'il y a eu un contretemps avec le Covid, donc on a dû la sortir avant pour des raisons de contrat. D'accord. Donc on a sorti la magnifique pièce du robot de Hayao Miyazaki. C'est un robot que l'on retrouve dans Le Château dans le ciel, mais qui a une origine différente, puisque ce robot apparaît dans un des épisodes réalisés par Hayao Miyazaki dans la série Lupin, qu'on a connu en France sous le nom de Edgar, détective la cambriole. Et donc on nous a demandé on a demandé à travailler sur le robot c'est une pièce exceptionnelle présentée dans un coffre en bois avec une clé USB où il y a l'épisode en question avec un certificat d'authenticité en métal. Voilà, bref, c'était la pièce exceptionnelle. On l'a sortie, donc pour l'instant on trouve que ça. Mais dès mardi, on va retrouver l'intégralité de la collection. Non, pas l'intégralité, pardon. On va retrouver une partie de la collection Capitaine Flamme, puisque les Super Pins vont sortir au fur et à mesure de l'année 2023. Voilà. À part Capitaine Flamme, est-ce qu'il y a d'autres licences que vous, toi et ton équipe, allez attaquer?
Alors oui, m'a rêvé. on a vraiment envie en fait de faire en sorte que cette collection se développe et qu'on ait un maximum de souvenirs. Pas que du dessin animé. Donc l'objectif, c'est d'essayer de créer des super pins autour de la culture populaire, Mhm. toujours présentés en blister ou en bas de fenêtre. Et on vient de faire une très belle collaboration grâce à Alban Fika, encore, qui nous a permis de rencontrer le musicien artiste DJ Kavinsky. Et on a pu, beaucoup de gens qui le suivent et le connaissent savent que Kavinsky est un personnage qui apparaît dans ses clips, qui est assez fabuleux, qui porte un teddy rouge et noir, etc. Donc ce personnage qui est devenu assez iconique pour les gens qui le suivent, on a voulu en faire aussi un super pins. On lui a présenté le projet l'année dernière et il était ravi parce qu'il est lui aussi, il a notre âge, hein, donc il est très influencé par les dessins animés de son enfance, Cobra, Capitaine Flamme, les films comme Les Dents de la Mer, etc. Il est assez collectionneur aussi et il était vraiment enthousiaste de découvrir ce que pourrait donner son personnage en Super Pins, sous blister bulle. On lui a aussi présenté Capitaine Flamme, on avait déjà les prototypes, donc il était très très enthousiaste. Et voilà, tout au long de l'année, il a suivi le projet, il a participé énormément à ce que cela ressemble à ce qu'il avait aussi lui en tête. Et voilà, on vient de lancer le Super Pins il y a quelques jours. Et voilà, donc on était très contents. Et donc on le propose en tirage limité. Il y a 500 exemplaires, donc il y en a 250 qui se trouvent sur spcollection.com. Et il y en a 250 qui se trouvent sur kavinsky.com. On s'est partagé la production. Et les 100 premiers que l'on met en vente sont dédicacés à la main par Kavinsky. Ah oui. Ouais. Bon, Et bah, ils sont numérotés aussi, donc c'est un très joli produit. Ah, si vous êtes fan de Kavinsky, jetez-vous tout de suite, hein, parce qu'à mon avis, Ouais, ça va non, pas durer longtemps. ça va pas durer longtemps. Et on a d'autres pistes. Alors on est en pleine signature avec différents studios japonais. Ils sont pas non plus 36, donc on est en deal avec Nippon Animation, avec Tokyo Movie Shinsha, Ah oui. et on est en train d'imaginer les prochaines collections avec ces studios-là. Donc on a en perspective de jolies licences et de jolis personnages qui vont arriver. Et tu peux pas en dire plus. Pour l'instant, non, parce qu'on est vraiment... Si vous voulez, le process est tellement long Ouais. qu'on peut nous dire non du jour au lendemain. Donc, je ne préfère pas annoncer des jolies propriétés pour ensuite décevoir. Donc, c'est toujours un peu compliqué et délicat de donner des licences. Voilà. Après, effectivement... Rémi sans famille fait partie des collections qui ont été signées. Mhm. D'autres en cours, parce que c'est toujours aussi compliqué, parce que les agences n'ont pas forcément tous les droits, donc ils doivent passer aussi par les auteurs. Donc ce sont des multiples validations. D'accord. Mais voilà, on est sur plusieurs pistes et on espère proposer un maximum de choses. Mais on aimerait bien aussi continuer sur les collaborations avec des chanteurs et des chanteuses des années 80. Ça nous plairait assez d'avoir des personnages en Super Pins. Et puis, des personnages iconiques publicitaires. Ça nous plairait beaucoup aussi. On est en train de travailler, on aimerait travailler sur Gros Quick. On est en plein dedans. D'accord. Voilà, ça, c'est des choses qui nous plairaient beaucoup. Hein. Il y a des trucs qui n'existent pas forcément, du coup. Parce que tu me parles de chanteurs années 80. Il y a des figurines, je suis pas sûr que c'est. Si, en fait, nous, on aimerait bien travailler avec Jeanne Masse, par exemple. Ah avoir un super pin de Jeanne Masse, parce qu'elle avait un look assez extraordinaire qui est hyper reconnaissable. Elle avait même eu, à l'époque, toute une ligne de merchandising autour de rouge et noir. Donc, il y avait des accessoires, des chaussures, etc. Donc, pourquoi pas. On aime aussi énormément Claudie, donc la chanteuse de Desireless, qui avec son look était assez fascinant. Donc un joli super pins de Desireless en blister avec voilà, si vous voulez, ça fait partie de ce qu'on aimerait proposer, et pas simplement partir sur des dessins animés hyper connus. Ouais. Essayer aussi de proposer d'autres choses. Voilà, on est en train de travailler aussi sur Téléchat. C'est quelque chose qui nous plairait beaucoup aussi, parce que les personnages j'ai un trou. Roland Topor, pardon, sont superbes. Et voilà, donc ça, oui, on aimerait bien développer des choses plus ou moins connues. Oui, Téléchat, ouais, j'aimais bien. J'ai acheté. Ils ont sorti un bouquin là. Ouais, qui était très chouette. Qui était très chouette, ouais.
C'est rigolo avec Téléchat, c'est que les gens ont toujours un avis, soit ils ont détesté, ça leur faisait peur, soit ils adorent parce que c'était décalé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'originalité des personnages qui sont nombreux dans cette émission et qui sont déclinables. Il y a les gluons, il y a Lola, il y a Pup qui fait toujours rigoler tout le monde, et puis le personnage flippant de Légumane. Donc pourquoi pas les retrouver en Super Pin, ça nous plairait assez. Tout dépendra de l'intérêt des gens qui nous suivent, si ça leur plaît ou pas. Donc on fera aussi des sondages ou des Kickstarter ou ce genre de choses qui permettront de savoir quelles sont leurs réelles attentes. Pas mal tout ça, dis donc. Ouais, ça nous plaît. On va quand même beaucoup travailler sur SP Collection parce que c'est quelque chose qui nous enthousiasme depuis plusieurs années déjà. Et là, c'est l'occasion de proposer des choses sympas. Peut-être ma figurine à mon effigie alors du coup. Ouais. Bon, on va faire Casimir. Il veut gratter, mais non. Un pins de moi. En tout cas, ce sont les projets en cours. Donc Tiré à un exemplaire. Ouais, ça va coûter cher par contre. Ouais. Les moules sont chers. Ah d'accord. Bon, bah laissez tomber. On abandonne le projet. Pierre-Alec, je suis très heureux de t'avoir reçu dans mon émission. Et moi, j'étais ravi d'être avec toi et avec tes auditeurs. Et je pose une question fatidique à chaque fin d'émission. Tout le monde a accepté pour l'instant, mais tu as le droit de refuser. Hein. Pierre-Alec, acceptes-tu d'être mon ami? Je réfléchisse quand même, faut que réponds. Voilà, mets un peu de suspense dans le truc. Je pense que tu es déjà mon ami sur Facebook déjà. Ah oui, on va le voir. Et maintenant que nous nous sommes rencontrés et que nous avons pu échanger, eh ben je suis d'accord pour être ton ami. Merci Pierre-Alec. Merci d'être venu, à toi, et merci Sophie, d'avoir partagé avec toi toute ton expérience et tout ce que tu fais. Je trouve que tu fais un travail magnifique, toi Merci et ton équipe, beaucoup, parce que je sais que t'es Sophie. pas tout seul. Oui, c'est un travail d'équipe. Voilà. Tout seul, on ne fait rien. Voilà, donc on salue Lorenzo qui est derrière toi, Et Arnaud Magnier, et Arnaud Magnier qui est loin Qui de est, toi, je sais pas où il est. qui est au travail certainement. Ah non, on est dimanche, c'est vrai. Ah voilà, j'ai eu peur. Merci à tous d'avoir écouté. Merci les amis, à bientôt. À bientôt. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par Audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio Louis Arabou.